Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Quelques précisions avant de commencer. Nous sommes heureux d'offrir pour la séance d'aujourd'hui des services d'interprétation simultanée en anglais fournis par Boost Events, filiale de Boost Lingo. Pour assister à la séance en anglais, sélectionnez Anglais dans le menu d'interprétation au bas de l'écran. Vous devrez peut-être cliquer sur les trois petits points ou sur le bouton plus pour accéder au menu d'interprétation. Veuillez également sélectionner les diapositives en français ou en anglais en haut de votre fenêtre Zoom pour voir les diapositives dans votre langue de préférence. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera transmis aux personnes participantes et publié sur notre site Web après la séance. Bien qu'il n'y a pas de période officielle de questions-réponses lors du webinaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à utiliser la boîte de clavardage tout au long de la session pour partager vos réflexions, vos commentaires et questions. Notre équipe suivra la discussion et répondra aux questions dans la mesure du possible, mais nous vous invitons à nous contacter par courriel après le webinaire si vous avez des questions complémentaires. Nous indiquerons l'adresse email dans la boîte de clavardage. À tout moment, si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez contacter l'équipe en écrivant dans la fenêtre de clavardage. Je m'appelle Katie Gasparelli et j'anime ce webinaire aujourd'hui depuis mon domicile situé sur le territoire du traité Haldimand des Six Nations de la rivière Grande, dont je suis membre. Je suis responsable principale au sein de l'équipe Santé des populations autochtones et du Nord chez Excellence en Santé Canada. J'utilise le pronom elle. Nous avons le privilège d'avoir avec nous Edith Picard, aînée de la nation Wendat, qui ouvrira la séance de manière respectueuse. À vous la parole, Edith. Oui, bonjour. Tel qu'indiqué sur le site d'Excellence Santé Canada, je nous invite à rendre grâce. Je nous invite à reconnaître les différents territoires que nous occupons ou que nous fréquentons. Nous sommes responsables de ces différents territoires. Je suis dans la grande région de Québec, au cœur du Onionco, notre magnifique territoire en langue Wendat. Un carrefour de rencontres tant pour les Premières Nations que pour de nombreuses communautés qui ont choisi de s'y établir ou d'en faire leur terre d'accueil. Afin d'être en harmonie, je nous invite à rendre grâce au Créateur. Rendons grâce pour la terre-mère, pour les éléments, les forces de la nature, pour tout ce que la terre produit, ce qui nous nourrit, ce qui nous maintient en vie, pour tout ce qui vit sur terre. Je nous invite à rendre grâce pour nos ancêtres, les personnes présentes dans notre vie, les personnes qui nous aident dans notre vie, et pour toutes les personnes, des proches aidants de personnes qui souffrent. Je nous invite à rendre grâce pour les enseignements de la nature, pour les compétences de chacune, de chacun. En parlant des enseignements de la nature, j'ai choisi, puisqu'on est au mois de juin, la petite fraise des champs. Le mois de juin, c'est le mois de la lune de la fraise. La fraise qui est aussi connue comme le petit fruit du cœur ou la baie du cœur, qui représente les Premières Nations, qui symbolise la communauté, les rapports avec autrui, le renouveau et la réconciliation. Dans une interprétation bien personnelle, j'ajoute que ce petit don de la nature nous rappelle que nous avons toutes et tous reçu des dons particuliers, différents, complémentaires. Pour les uns, des dons plus artistiques. Pour d'autres, l'enseignement, la communication. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par le biais de ce webinaire,
Des personnes ayant des compétences nous invitent à leur, nous invitent et nous partagent des connaissances pour favoriser la sécurité culturelle. Rendons grâce pour l'occasion qui nous est offerte. Bon webinaire. Merci beaucoup, Edith. Merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire. Pour moi, votre intérêt reflète un désir de changement. ESC a pour raison d'être de façonner un avenir où chaque personne au Canada reçoit des soins de santé sûrs et de qualité. Pour plusieurs personnes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le système de santé n'est pas toujours un milieu synonyme de sécurité. Il a en effet causé des préjudices importants pour certaines personnes, familles et communautés. ESC appuie les personnes et les organismes dans leurs initiatives visant à combattre le racisme et favoriser la sécurité culturelle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel outil que nous avons développé dans le cadre de ces travaux et vous parler d'un nouveau programme que nous proposons pour aider les organismes à mettre en œuvre cet outil dans leur contexte. Je suis accompagnée aujourd'hui de quelques personnes qui ont contribué à façonner notre travail. Elles partageront leurs perspectives du développement de cet outil et nous expliqueront ce que cela signifie d'être soutenu par ESC dans leur action visant à lutter contre le racisme et à améliorer la sécurité culturelle. L'outil Parcours vers la sécurité culturelle est un outil pratique et accessible destiné à accompagner les organismes dans la mise en œuvre du changement. Favoriser la sécurisation culturelle ensemble est un nouveau programme de ESC conçu pour aider les organismes de santé à mettre en œuvre le parcours. Nous remercions la Fondation de l'Association médicale canadienne de nous avoir accordé un financement pour soutenir ce projet collaboratif. Avant de continuer, j'aimerais accueillir nos panélistes, Lucie, Anne-Renée et Marie-Ève. Nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Vous pouvez vous présenter et expliquer votre lien avec les travaux sur la sécurité culturelle menés par ESC. Lucie, pouvez-vous vous présenter? Mhm. Oui, bonjour tout le monde. Premièrement, merci à Aîné et Edith pour votre ouverture puis vos enseignements de la baie de la fraise de Montaigne et de partager vos présences avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Lucie Poisson et je suis consultante en qualité des soins et des sécurité des patients autochtones à Interior Health en Colombie-Britannique. Et j'ai aussi le privilège de participer à ce travail en Excellence Santé Canada depuis le projet collaboratif de conception jusqu'au consultatif du parcours. Et j'ai commencé comme accompagnatrice lors du projet pilote. J'ai ensuite participé à titre de conseillère à son développement et j'aurai également le plaisir d'accompagner les équipes dans la prochaine cohorte. Je suis descendante autochtone et et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce qui à mon avis, rend ce parcours si particulier. Et je donne une reconnaissance au territoire que j'appelle d'aujourd'hui de Tarnaha Nation. Merci beaucoup, Lucie. J'invite maintenant Anne-Renée à se présenter. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci à Edith d'avoir ouvert de cette belle façon. Je m'appelle Anne-Renée, je suis une femme blanche d'origine coloniale française et italienne et j'ai la chance de travailler et de vivre sur le territoire de la nation, le territoire volé et non cédé de la nation Wabanaki au Québec. À la base, je suis infirmière de formation. Je travaille comme coordonnatrice à la Charte de recherche autochtone en soins infirmiers au Québec. Pour HSC, j'ai eu la chance d'accompagner en fait l'équipe avec Marie-Ève. C'est ça, j'ai le titre de coach pour ce beau programme.
Merci, Anne-Renée. Marie-Ève, c'est à votre tour. Bonjour, merci Edith pour cette belle introduction. Ça nous touche toujours. Donc, je m'appelle Marie Picard, je suis infirmière de formation. Je travaille comme agente de liaison pour les affaires autochtones. Donc, c'est en toute humilité que j'occupe ce poste-là comme alloctone. J'ai également l'avancement des plans d'action ethnoculturels et autochtones à Santé Québec. Je suis de Québec Université Laval sous ma responsabilité. Donc, dans notre travail au CHU, on vise entre autres l'amélioration continue de la qualité des soins et services offerts aux clientèles autochtones, ainsi qu'à l'implantation de la sécurité culturelle dans notre établissement. Et j'en profite pour saluer aujourd'hui là, toutes les clientèles autochtones qu'on dessert, là, toutes les communautés desservies par le CHU de Québec, Université Laval. Merci. Et oui, dans le fond, j'ai fait partie du programme. Là. On a eu la chance comme équipe au CHU de participer au programme d'Excellence en Santé Canada et de faire avancer notre projet là, avec la superbe équipe d'Excellence Santé Canada et l'accompagnement d'Anne-Renée. Merci. Merci, Marie-Ève. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ESC œuvre pour améliorer la sécurité des patients. Le racisme subi par les Premières Nations, les Métis et les Inuits au sein du système de santé nuit à la sécurité des patients. Il peut entraîner des préjudices, de la méfiance, un accès inéquitable aux soins et même des décès. Les organismes de santé reconnaissent de plus en plus la nécessité de lutter contre le racisme systémique et d'améliorer la sécurité culturelle. Cet enjeu n'est pas nouveau. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis y sont confrontés depuis des décennies. En 2008, Brian Sinclair, un homme des Premières Nations, est mort après avoir été ignoré dans une salle d'urgence. Toutefois, ce n'est qu'après que Joyce Echaquan a diffusé en direct ce qu'elle vivait dans un hôpital au Québec que le grand public a pris conscience des effets dévastateurs du racisme dans les milieux de soins. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas son histoire, Joyce était une femme de 37 ans, épouse et mère de famille. Elle a diffusé en direct les propos ouvertement racistes dont elle a été victime alors qu'elle attendait de recevoir des soins dans une salle d'urgence à Québec le 28 septembre 2020. Elle est décédée des suites de ses problèmes de santé et le rapport du coroner a indiqué qu'elle n'avait pas reçu les soins cliniques que ses symptômes exigeaient. Cette enquête a été la première à déterminer que le racisme avait été un facteur contribuant au décès d'une personne des Premières Nations, Inuit ou Métis. Peu après le décès de Joyce, le rapport In Plain Sight a été publié, documentant le racisme subi par les Premières Nations, les Inuits et les Métis qui souhaitent obtenir des soins en Colombie-Britannique. Des rapports semblables ont été publiés au Manitoba et en Ontario. C'est une vérité qui est difficile à accepter, mais il est essentiel de la reconnaître pour avancer. Diapositive suivante. Merci. La création de l'outil Parcours vers la sécurité culturelle a été marquée de plusieurs étapes importantes. Nous avons beaucoup appris et avons eu l'occasion de créer des liens avec plusieurs personnes, toutes animées du désir d'améliorer le système de santé pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Notre cheminement a commencé en 2023 avec le projet collaboratif de conception sur la sécurité culturelle visant à trouver des solutions aux préoccupations soulevées par les leaders en santé. Ces derniers reconnaissaient l'importance d'agir contre le racisme, mais la complexité du problème et la crainte de faire des erreurs semblaient les empêcher de passer à l'action. Nous avons donc recruté 12 équipes de partout au pays pour se joindre à nous et tenter de trouver une solution. Nous avons créé un programme en 2 phases. Lors de la première phase, les équipes devaient créer des liens avec les communautés Premières Nations, Inuits et Métis auxquelles elles offraient des services, afin de mieux cibler les priorités et co-concevoir un projet ciblé d'amélioration de la qualité axé sur la lutte contre le racisme.
La deuxième phase consistait à mettre en œuvre ce projet d'amélioration de la qualité. Nous avons offert de l'accompagnement et créé des événements d'apprentissage virtuels et en personne selon les besoins relevés par les équipes en cours de projet. À la fin de ce programme de 2 ans, les équipes ont fait état de leur parcours et de leurs apprentissages. Nous avons ensuite continué de réunir les équipes virtuellement et en personne dans le cadre du programme Parcours vers la sécurité culturelle, tout en assurant la coordination d'un groupe consultatif sur la sécurité culturelle. Le groupe a permis de réunir les leaders en santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de nous guider dans l'élaboration du parcours vers la sécurité culturelle. Voici la représentation visuelle du parcours. On y présente les 7 étapes du parcours comme des pierres de gué le long d'une rivière sinueuse. Nous voulions illustrer un parcours parsemé de détours et d'obstacles, mais cohérent lorsqu'on part de l'amont. Le processus est cyclique et non linéaire. Nous reconnaissons également que les organismes ne partent pas tous du même point. Ce n'est pas mal en soi, mais il pourrait être nécessaire de revenir sur des étapes précédentes pour s'assurer que les processus ont bien été réalisés. Chaque étape comporte 5 ou 6 points de passage qui représentent des mesures à prendre. En plus de ces points de passage, chaque étape du parcours comporte une vidéo de pratique prometteuse d'un organisme qui s'est démarqué dans cette étape. La vidéo sert d'exemple concret de ce à quoi le travail peut rassembler. Une grille d'évaluation que les organismes peuvent utiliser pour déterminer où ils se situent et définir leurs objectifs d'amélioration. Des ressources propres à cette étape. Et enfin, les indicateurs de sécurité culturelle de l'Institut canadien d'information sur la santé qui sont associés à cette étape. J'aimerais maintenant vous donner un exemple de contenu d'une étape. Par exemple, si vous cliquez sur l'étape Constituer une main-d'œuvre représentative et encourager tout le monde à favoriser la sécurisation culturelle, vous serez redirigé vers une page qui présente ces 6 étapes. Vous y trouverez également une description plus détaillée de cette étape qui présente les principes et les conditions préalables à sa mise en œuvre. Le parcours vers la sécurité culturelle comprend également un outil d'évaluation organisationnelle. Et cet outil fournit aux organismes de santé un moyen pratique et concret de déterminer leurs points forts, leurs lacunes et leurs priorités en matière de lutte contre le racisme et de favorisation de la sécurité culturelle. Il favorise la réflexion, guide la planification, aide à déterminer les mesures à prendre et souligne la progression vers un système de santé respectueux des valeurs culturelles. Par exemple, voici la grille d'évaluation du point de passage éduquer et autonomiser. La grille décrit une progression selon le continuum semence, émergence, croissance et épanouissement. Ce continuum permet aux organismes de comprendre où ils se situent et de cibler les améliorations possibles au fil du temps. Les organismes doivent réaliser cette évaluation avec des partenaires des Premières Nations, Inuits et Métis. L'évaluation peut être utilisée comme un outil de dialogue et de façon de cibler les priorités. Les principes de pertinence, de respect, de relationnalité et de réciprocité sont au cœur de ce processus. Les organismes doivent ancrer leurs efforts dans les relations avec les patients et patientes, les familles et les communautés des Premières Nations, Inuits et Métis. Ils peuvent utiliser cet outil de plusieurs façons, notamment pour la réflexion personnelle, l'évaluation du leadership, les discussions d'équipe ou la planification organisationnelle. L'outil vise à renforcer la responsabilisation et soutenir l'amélioration continue de la qualité. Dans la même étape, constituer une main-d'œuvre représentative et
encourager tout le monde à favoriser la sécurisation culturelle, il y a une vidéo d'une pratique prometteuse de Yukon Hospitals Corporation présentant ces initiatives novatrices visant à accroître la représentation des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis au sein de son personnel. Voici quelques exemples de ressources qui font partie de cette étape. Les ressources ont été sélectionnées pour que les organismes n'aient pas à consacrer du temps à la recherche en ligne. Et finalement, les indicateurs de l'Institut canadien d'information sur la santé associés à cette étape sont les suivants. Le pourcentage des membres de la direction et cadres supérieurs disposant d'un pouvoir décisionnel qui sont membres des Premières Nations, Inuits ou Métis, et le pourcentage des organismes de santé qui ont des attentes en matière de comportement liées à la sécurité culturelle lors de l'évaluation annuelle du rendement. Avant de parler du programme, j'aimerais inviter Lucie à présenter ses réflexions sur le parcours en tant que membre du groupe consultatif ayant soutenu l'élaboration du parcours. Lucie, qu'est-ce qui vous rend la plus fière au sujet du parcours vers la sécurité culturelle? Hmm. Ben, lorsque je regarde ce parcours aujourd'hui, je ne vois pas seulement un cadre, un ensemble de ressources, puis je vois pas non plus juste système distinct. Je vois quelque chose qui est profondément comme interrelié. Je vois les nombreuses voix qui ont contribué à la création, comme les patients, les familles, les aînés, les partenaires autochtones, les professionnels de santé, les leaders de différentes régions du pays. Donc, c'est comme un résultat de plusieurs années d'apprentissage collectif. C'est nourri par les expériences et les enseignements partagés par de nombreuses personnes et organisations. So, tout au long de ce travail, une idée revenait constamment et c'est que les relations sont plus importantes que les outils que nous allons partager. Les liens qui ont été créés entre les participants, les accompagnateurs ou les coachs, les aînés, les partenaires autochtones ont tous été comme aussi précieux que les outils développés. La présence des aînés, les cérémonies, les espaces de réflexion nous rappelaient constamment que la façon de faire est aussi importante surtout que nous cherchons à atteindre. Cette, cette leçon se reflète dans le parcours lui-même et il ne propose pas une seule façon de faire. Au contraire, il reconnaît que chaque organisation, chaque communauté et chaque territoire possède son propre contexte et ses relations et ses priorités. So, le parcours offre une direction commune tout en laissant l'espace nécessaire pour travailler avec les partenaires autochtones locaux et bâtir des approches qui ont du sens dans chaque réalité. Ce qui me donne confiance dans ce parcours, c'est qu'il reconnaît que les équipes ne commencent pas toutes à la même endroit. Elles avancent à des rythmes différents, mais dans une direction commune. Et ce qui est important, c'est de ne pas commencer au même endroit, mais d'avancer à partir de sa propre réalité. Pour certaines équipes, cela voudrait dire renforcer des connaissances, l'unité, excuse-moi, l'unité culturelle de la. Pour d'autres, ça serait développer la relation avec les communautés locales ou accroître la participation des partenaires d'autorisation. Et les organisations n'ont pas à faire ce travail seules. Elles ont l'occasion d'apprendre ensemble, partager des expériences, s'inspirer mutuellement. Et c'est souvent dans ces échanges que naissent les changements les plus durables, comme dans le domaine de l'amélioration de qualité. Nous savons qu'un changement durable ne se produit pas seulement
parce qu'une organisation adopte un nouvel outil ou met en œuvre une nouvelle démarche. Se produit lorsque les personnes commencent à voir le travail, poser des nouvelles questions et à développer des nouvelles façons. Et pour moi, la sécurité culturelle repose aussi sur cette façon d'apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint simplement grâce à cette formation. C'est un apprentissage continu qui se construit dans les relations et dans notre volonté d'apprendre avec les communautés que nous servons. So, c'est comme apprendre avec les communautés plutôt que pour les communautés. Merci pour vos réflexions, Lucie. Ce fut un privilège empreint d'humilité d'écouter et d'apprendre auprès de tous les conseillères qui ont contribué à l'élaboration de cet outil. Euh, Merci. Nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de cheminer avec nous le projet collaboratif d'apprentissage Favoriser la sécurisation culturelle ensemble est un projet de 2 ans visant à aider les organismes à mettre en œuvre le parcours vers la sécurité culturelle. Les équipes seront soutenues dans leur démarche d'évaluation organisationnelle, d'identification des priorités et des mises en œuvre d'une initiative d'amélioration continue de la qualité. Elles devront suivre les étapes, les points de passage et les ressources associées au parcours. Le programme offre de l'accompagnement, des occasions d'apprentissage en ligne et en personne et un accès à une communauté de pratique. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour soumettre votre demande et le programme se déroulera de septembre 2026 à août 2028. J'aimerais maintenant inviter Anne-Renée à nous présenter le rôle d'accompagnement. Anne-Renée, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant qu'accompagnatrice? Comment avez-vous soutenu les équipes? Oui, en fait, mon rôle en tant qu'accompagnatrice, ça le dit un peu, là, mais c'était vraiment, je voulais accompagner les équipes dans leur réflexion, la planification, la mise en œuvre des actions dans le programme puis dans le projet. Fait que on a commencé là, ensemble. Je me suis vraiment présentée comme un espèce de d'autres membres de l'équipe. J'avais pas mon rôle, c'était vraiment plus comme un facilitateur aussi. Donc vraiment un rôle qui était comme le pont entre la vision, les valeurs d'Excellence en Santé Canada, ce qui se passait aussi avec Excellence en Santé Canada, puis l'équipe au CHU de Québec. Parce qu'on le sait, c'est pas évident en fait souvent de naviguer en tant qu'équipe. Marie-Ève va vous en parler, mais l'équipe fait partie d'une organisation, a ses propres visions aussi, puis ont leurs propres priorités. Puis moi, mon rôle, c'était vraiment de voir comment qu'on peut naviguer là-dedans, puis comment le projet aussi euh, peut répondre autant aux priorités de l'organisation qu'autant aux priorités aussi d'Excellence en Santé Canada. Donc, c'était vraiment un rôle de coach, de favoriser la réflexion, un rôle de soutien aussi, puisque j'avais accès aussi avec les autres mentors ailleurs au Canada. Fait que j'avais accès en fait à ce que les autres équipes ailleurs au Canada par les coachs, par nos rencontres mensuelles. J'avais accès à ce qui se faisait aussi ailleurs. Fait que ça, c'était vraiment aussi un avantage que je pouvais ramener à notre équipe, puis à dire, ah, ben ça, c'est intéressant pour nous. Fait que c'était vraiment comme d'alimenter toutes ces discussions-là. Fait que je voyais vraiment mon rôle en tant qu'un rôle de soutien pour l'équipe. Puis un rôle aussi qu'on a créé, on a eu la chance de créer en fait une relation de confiance. Puis on a vraiment
créé ça, en fait, durant les dernières années. Donc, voilà. Merci Anne-Renée et nous vous remercions pour votre engagement à titre d'accompagnatrice et pour le soutien apporté aux équipes au cours des 3 dernières années. Merci beaucoup. Marie-Ève, en tant que membre de l'équipe du projet collaboratif, pouvez-vous nous dire en quoi votre participation au projet a été utile pour vous et votre équipe dans vos efforts visant à améliorer la sécurité culturelle au Québec? Oui, donc ben, je vais vous mettre un petit peu en contexte, là. Notre projet visait à aménager des espaces culturellement accueillants pour les membres des Premières Nations à l'Hôtel-Dieu de Québec, l'un de nos centres hospitaliers où la clientèle autochtone, souvent déracinée de sa communauté pour recevoir des soins, est particulièrement présente. Donc, nous avons donc aménagé des salons pour les familles dans le but de diminuer les effets de ce déracinement-là, autant pour les usagers que pour leurs proches, notamment aux soins intensifs et aux soins palliatifs. Et à travers ce projet, en co-construction avec nos partenaires autochtones, nous avons aussi pu faire mieux connaître là, le rôle de la navigatrice pour les usagers autochtones. Ça nous a également permis de sensibiliser à la fois la clientèle et le personnel là, qui fréquentent ces espaces-là. Donc, pour mon équipe et pour moi, la participation au projet avec Excellence Santé Canada a vraiment été un apport très important dans notre démarche d'établissement en sécurité culturelle. D'abord, le coaching a été extrêmement précieux. Ça nous a permis de prendre un pas de recul, de réfléchir autrement à nos pratiques et d'obtenir des conseils concrets là, pour aller plus loin. On a pu mieux structurer nos actions, voir clairement les avancées réalisées, mais aussi là, ce qui nous restait à accomplir là, dans tout ça. Donc, on a eu la chance là, d'être accompagné par Anne-Renée, qui vient du milieu de la recherche. Donc, son regard différent là, a vraiment enrichi nos échanges. Ça nous a permis de voir les choses sous un autre angle, surtout de mieux comprendre comment appliquer concrètement ces concepts dans notre réalité, là, comme Anne-Renée l'a dit, et dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Donc, par exemple, là, des échanges ont eu lieu sur l'importance de l'implication des partenaires autochtones à chaque étape de cette co-construction-là qui nous tenait vraiment à cœur. Ça nous a permis de faire une pause si nécessaire, d'ajuster les travaux, d'éviter parfois là, les faux pas qui peuvent se produire quand nous avons le nez collé sur le projet puis que les échéanciers doivent être respectés. Donc, pour ce qui est de rencontrer les autres équipes, de réseauter, ça a été super enrichissant. Le fait d'être en lien avec les deux autres équipes, d'échanger, d'apprendre de leur expérience, là, ça nous a beaucoup apporté. On se sent moins seul face aux défis et ça fait émerger de nouvelles idées pour notre organisation également. Donc, découvrir ce qui se fait ailleurs au Canada a renforcé notre sentiment d'appartenance à une communauté. On partage autant nos bons coups, nos défis, dans un espace qui est à la fois soutenant et motivant. Donc, pour terminer, je dirais que le coaching nous a donné des outils concrets. Anne-Renée nous a apporté une perspective complémentaire très utile. Et le collectif, lui, nous a offert du soutien, de l'inspiration, un réel esprit de collaboration et de partage dans un environnement culturellement sécuritaire et en tout respect des humains que nous sommes. Je tiens à le souligner, là, la bienveillance de l'équipe d'Excellence Santé Canada envers l'ensemble des équipes nous a marqué positivement, puis nous donne le goût de poursuivre le travail en votre compagnie, mais aussi de d'apprendre de votre façon de fonctionner, puis de l'utiliser aussi, de l'adapter chez nous. Donc, merci pour tout ça. C'était vraiment une belle expérience. Puis, vous voyez un des résultats de notre présentation finale qui a été imagé là, sur la diapositive là, qui nous inspire tous les jours et qui figure dans notre centre de sécurisation culturelle également. Donc, merci beaucoup. Merci Marie-Ève. C'est un plaisir de travailler avec vous et votre équipe pour ce projet en collaboration avec ESC. Y a-t-il autre chose que l'une de nos conférencières souhaiterait ajouter? Edith, avez-vous quelques réflexions à partager avant de conclure? Le mot ensemble me rejoint beaucoup parce que on peut pas seul avoir toutes les compétences. Puis, ce qui a été dit, parce qu'il est question d'un parcours, un parcours souvent suppose qu'on va avoir à traverser soit une passerelle, soit un pont. Puis qu'on va être invité à jeter un regard sur d'où l'on vient, mais aussi le regard
la perspective qui est offerte quand on accepte de traverser une passerelle, alors, ou de créer des ponts. Euh, Ce sont les premières réflexions là, qui me Mm. viennent suite à ce que je viens d'entendre. Mm. Merci. Euh, j'ai quelques détails à partager basés sur des questions qui ont été posées hier durant le webinaire en anglais. Donc, je vais commencer par ça et s'il y a d'autres questions, on va faire l'effort de les répondre. Euh, donc, nous recrutons jusqu'à 80 équipes pour participer au programme. Euh, et le programme s'échelonne sur 2 ans. Du contenu de formation sera offert à peu près à toutes les 4 à 6 semaines, chaque module étant accompagné d'une séance d'encadrement. Entre les séances, les équipes devront mettre en pratique les apprentissages et le niveau d'engagement peut varier selon votre organisation et l'ampleur du projet choisi. Donc, certaines équipes entreprendront des projets plus vastes, tandis que d'autres commenceront avec des initiatives ciblées. Les organisations à toutes les étapes de leur parcours sont les bienvenues au programme. Euh, l- euh, Quelqu'un a demandé s'il y a des frais pour participer. Et puis non, la participation est gratuite. Le programme est soutenu par la fondation de l'AMC. Et pour les activités en personne, les frais de déplacement sont couverts par ESC. L'autre question, c'est que les candidatures seront évaluées en 2 rondes. Donc à la fin de juin et aussi à la fin de juillet. Nous cherchons vraiment à former un groupe diversifié d'organismes provenant de différents milieux. Donc, des soins de longue durée, des soins communautaires, hôpitaux, soins primaires, afin de vraiment tester l'outil dans divers contextes. Euh, L'outil et les vidéos de pratique prometteuses seront disponibles sur le portail d'apprentissage de SC sous forme d'outils web nécessitant une connexion. Il ne sera pas nécessaire de faire partie du programme pour y accéder et sa mise en ligne est prévue à l'automne. Et une question était, une organisation doit-elle avoir un projet défini avant de présenter sa candidature? Et la réponse est non. Nous vous encourageons plutôt à garder l'esprit ouvert. Les premières étapes du programme visent à développer des relations avec les personnes que vous servez et à identifier des priorités communes. Donc, les projets doivent être construits et non prédéterminés. Hum. Une autre question était combien de personnes devraient faire partie de l'équipe et ça va varier. Toutefois, chaque organisation doit minimalement désigner 2 personnes. Donc, une personne responsable de projet, so la personne contact principal, et deuxièmement, une dirigeante ayant un pouvoir décisionnel au sein de l'organisme. Et c'est vraiment un programme qui euh, veut créer des changements dans le système. Donc, il y a de la valeur pour des individuels de faire la réflexion puis d'apprendre le parcours, mais c'est vraiment de faire un effort de faire des changements dans le système, dans les organismes de santé. Wow. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres pour présenter notre cheminement et expliquer comment celui-ci a contribué à cette nouvelle initiative. Nous vous invitons à visiter la page web du programme pour en savoir plus. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel, comme j'ai mentionné, et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Comme j'ai dit, nous recrutons jusqu'à 80 équipes pour se joindre à notre parcours et j'espère que vous serez l'une d'entre elles. Merci tout le monde. Et dites,
vous redonne la parole pour conclure notre session. Tiens, ouais. À nouveau, on peut observer les fraises. Je parlais de leur enseignement, ce qu'elles nous enseignent au tout début, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup observer les arbres, puis apprendre à travers ce qu'elles nous enseignent, ce qu'ils nous enseignent, les arbres. Euh, on, a, on a vu dans le parcours, la première étape parle d'humilité culturelle. Il y a d'autres mots que j'ai retenus depuis votre présentation, le respect, la co-construction, le réseautage, le partenariat. Puis tout ça m'incite à vous parler de ce que j'apprends des arbres, à observer les arbres. Tout d'abord, je trouve que les arbres nous apprennent le respect de soi, le respect du rôle à jouer. Un arbre, un érable n'essaiera pas de devenir un sapin. Il est qui il est et il joue pleinement son rôle. L'arbre nous apprend aussi la persévérance, un éternel recommencement. La patience parce que sa croissance est progressive. Nous apprend la bienveillance. L'arbre accueille, l'arbre nous rend service. Il sait vivre en groupe. Il favorise le potentiel de croissance de chacun. Certains arbres nous enseignent le lâcher-prise. À l'automne, quand vient le temps de perdre ses feuilles. Et la confiance, parce que très, très, très rapidement, on voit apparaître des petits bourgeons. Donc, confiance et espoir. L'arbre sait faire face à l'adversité. Dans les cas de vent contraire, il développe ses racines en profondeur. De plus, il protège contre l'érosion. Même en présence d'obstacles, si on pense à son immobilité, on pourrait se dire, bon, il ne peut pas bien, bien rendre service, il est pris là, sur place, mais il réussit à être au service, puis à rendre service. L'âme nous apprend l'humilité, parce que sa beauté extérieure, c'est le fruit du travail discret, constant des racines. Ce travail-là, dans l'ombre, un travail d'échange, un travail en partenariat, un travail qui est influencé par l'environnement où il se développe. Puis tout ça m'amène à penser, à faire un rapprochement avec nous, les humains. Ce que l'on voit, c'est l'extérieur, la beauté extérieure. Mais c'est également le travail des racines. Les racines qui font qui nous sommes depuis notre naissance. C'est ce qui influence notre développement, tout comme l'environnement et le contexte. J'imagine que pour plusieurs, l'été qui débute sera l'occasion de quelques jours de vacances. Je souhaite à chacune, à chacun, un bel été. Des moments de contact avec la nature, mais de contact avec des proches. Je souhaite également des moments de découverte, des moments d'observation, des moments d'émerveillement et des occasions de connaître de nouvelles personnes. Tiawang, merci pour votre présence, merci pour toute l'information reçue et merci aux collaborateurs. Tiawang. Merci, Edith, et merci pour ces enseignements aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir participé et bonne journée à tous et à toutes.